Alerte de mai 2020. Bienvenue à l'écoute du magazine audio Alerte numéro 5 de mai 2020 que nous vous envoyons avec une quinzaine de jours d'avance en raison des très importantes ordonnances concernant le coronavirus et l'état d'urgence sanitaire qui a été déclaré pour 2 mois, soit jusqu'au 24 mai 2020 sur l'ensemble du territoire, sauf prorogation. La fin du confinement a été annoncée pour le 11 mai prochain. D'ici là, le gouvernement annoncera les mesures adoptées et nous vous en rendrons compte à la mi-mai en avançant la publication du magazine de juin. Nous vous présentons donc l'actualité au 14 avril 2020 en matière fiscale, juridique et sociale. Et nous vous rappelons que nous vous ferons parvenir sur simple demande par mail tous les textes officiels qui vous sembleront utiles. Passons d'abord en revue l'actualité fiscale hors coronavirus. Option pour l'imposition au barème de l'IR. La loi de finances pour 2018 a instauré le PFU sur les revenus du capital, revenus mobiliers et plus-values sur cession de titres, perçus par des personnes physiques. Il s'applique de plein droit, mais il reste cependant possible pour le contribuable d'opter pour la taxation au barème progressif de l'impôt sur le revenu lors du dépôt de sa déclaration annuelle des revenus. Dans le cadre du droit à l'erreur, les contribuables qui n'ont pas opté pour l'imposition au barème au moment de leur déclaration de revenus peuvent le faire en formulant une demande auprès de leur service des impôts ou depuis leur espace sécurisé sur impôts.gouv.fr. Bien que l'option au moment de la déclaration soit en théorie irrévocable, l'administration a en effet décidé de donner une suite favorable à de telles demandes sans pénalité. Revenus fonciers, travaux déductibles. Un couple réalise des travaux dans un appartement dont il détient l'usufruit pour un montant avoisinant 400 000 € et il déduit cette somme de ses revenus fonciers. Le caractère déductible de ces dépenses est remis en cause par l'administration fiscale au motif que ces travaux ont modifié la consistance, l'agencement et l'équipement initial de l'appartement et qu'ils constituent des travaux de reconstruction non déductibles. Pour cela, sont invoqués le coût très élevé des travaux au regard du prix d'achat au mètre carré du bien, la date récente de sa construction et la masse importante de gravats évacués. La Cour administrative d'appel de Versailles n'a pas suivi ce raisonnement. Elle constate que les travaux réalisés ont abouti à une rénovation complète de l'appartement, notamment par l'étanchéification de la terrasse et la suppression de malfaçons, le réaménagement du cloisonnement intérieur ou le remplacement des installations de chauffage et d'électricité. Or, des travaux d'aménagement interne ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros œuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable, ce qui n'est pas le cas ici. En effet, ces travaux ont eu pour effet de remettre en état l'appartement vétuste et d'en assurer une meilleure utilisation. Ils constituent donc, quelle que soit l'importance de leur coût et la masse de gravats engendrés, des travaux de réparation et d'amélioration déductibles des revenus fonciers des usufruitiers. Dessous de table versé à l'occasion d'un achat d'immeuble. Un couple vend sa résidence principale en 2011 pour un prix figurant dans l'acte notarié de 375 000 €. Il perçoit de la part des acquéreurs un dessous de table de 30 000 € en plus du prix mentionné dans l'acte. Selon l'administration, ce complément de prix constitue un revenu accessoire imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et elle rectifie la déclaration de revenus des cédants en conséquence. Annulant le jugement du tribunal administratif qui avait donné raison à l'administration, la Cour administrative d'appel de Nantes
juge au contraire que la somme perçue des acquéreurs constitue une dissimulation du prix de vente de l'immeuble. Ce dessous de table est, de ce fait, imposable dans la catégorie des plus-values immobilières, puisque lorsqu'une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. Le redressement opéré par l'administration en BNC a donc été annulé. Oui, et 3 remarques à ce sujet. D'abord, l'immeuble cédé constituant la résidence principale des cédants, ceux-ci pouvaient a priori se prévaloir de l'exonération de plus-value, y compris sur la fraction dissimulée du prix de cession. Ensuite, en cas de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat, celui qui s'est rendu complice de manœuvres destinées à éluder le paiement des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière est solidairement tenu avec les contractants au paiement des droits éludés, de l'intérêt de retard et de la majoration de 80%. Enfin, la simulation, à savoir ici le fait de masquer un complément de prix occulte, emporte en principe la nullité de l'acte simulé. Le vendeur pourrait donc être tenu de restituer à l'acquéreur le supplément versé et devoir se contenter du prix stipulé dans l'acte. Exonération de la plus-value de cession d'un terrain en tant que dépendance. Les dépendances immédiates et nécessaires autres que des terrains à bâtir cédés en même temps que la résidence principale sont exonérées d'impôt sur la plus-value. L'administration considère en effet comme formant une seule parcelle toutes les parties contiguës ou non d'une même propriété bâtie, couverte de construction ou formant dépendance indispensable et immédiate des bâtiments, cours, passages, jardins de moins de 5 arts, etc. En pratique, la prudence est donc de mise pour les cessions d'immeubles constituant la résidence principale des cédants, dont le terrain d'assiette a une superficie supérieure à 5 arts. Quand la parcelle est d'une plus grande superficie, par exemple 5 hectares dans une affaire jugée récemment, la qualification de dépendance sera rejetée et une ventilation pourra être requise. Responsabilité de l'expert comptable. L'associé de plusieurs sociétés civiles immobilières cède ses parts à une société holding au terme d'un acte rédigé par un avocat qui contient le calcul de la plus-value de cession et le montant de l'impôt correspondant. L'associé demande par email à son expert comptable, qui est aussi celui des SCI, de vérifier les calculs de l'avocat. Ce à quoi l'expert répond une semaine plus tard « Je reviens vers vous concernant le calcul des plus-values et des droits y afférents. Les valeurs sont correctes et j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec maître X à ce sujet. » L'acte de cession est ensuite enregistré et les droits sont payés. Le régime d'imposition des plus-values retenu pour cette opération s'étant révélé erroné, en raison de l'option des SCI pour l'impôt sur les sociétés, l'administration fiscale demande à l'associé un impôt complémentaire, plus de 400 000 € au titre de l'impôt éludé et 27 000 € de pénalité. L'associé agit alors en responsabilité contre l'expert comptable pour manquement à sa mission de calculer le montant de l'impôt dû à la suite de la cession. La Cour d'appel de Paris a accueilli cette action dans la mesure où l'expert, qui avait parfaitement connaissance de l'option des SCI pour l'impôt sur les sociétés, aurait dû en tenir compte lors de sa vérification et s'apercevoir de l'erreur commise par l'avocat. En effet, en vérifiant les calculs, l'expert devait s'interroger sur le régime fiscal applicable aux plus-values, ce qui lui aurait permis d'aboutir au montant retenu par l'administration. La Cour a condamné l'expert comptable à indemniser l'associé du montant des pénalités, 27 000 €, et de la perte de chance de ne pas réaliser la cession compte tenu de son coût fiscal. L'associé ayant obtenu de l'avocat une indemnité de 200 000 €, la Cour a évalué cette perte de chance
à la moitié du montant de l'impôt non encore indemnisé, soit 105 000 euros. Prescription de l'action en garantie d'une société contre son dirigeant. Une société qui a fait l'objet d'un redressement fiscal ayant révélé des irrégularités dans la facturation aux clients poursuit son ancien directeur général sur le fondement de l'action sociale en paiement du montant de l'amende mise à sa charge. En première instance, l'action en responsabilité est jugée prescrite au motif que les faits dommageables, c'est-à-dire les factures, s'échelonnaient sur une période antérieure de plus de 3 ans à l'introduction de l'action par la société contre son dirigeant. La Cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement. Le délai de prescription de 3 ans de l'action récursoire en garantie exercée par la société n'avait pas pu commencer à courir avant la notification du redressement fiscal. Pour s'être abstenu de prendre les mesures appropriées pour faire cesser les irrégularités sur lesquelles il avait été alerté, dont l'existence pouvait être aisément constatée et qui exposaient la société à des sanctions fiscales, l'ancien dirigeant a donc été condamné à payer l'amende supportée par la société. Voici maintenant une série de précisions concernant la période actuelle soumise au coronavirus au 14 avril 2020. Compte clos au 31 décembre 2019. L'épidémie et ses conséquences sont des événements post-clôture qui ne sont pas de nature à ajuster les comptes clos au 31 décembre 2019, y compris en cas de remise en cause de la continuité d'exploitation. Cela étant, ils doivent donner lieu à des informations adaptées en annexe s'ils sont significatifs. Au contraire, les comptes clos en décalé en 2020 doivent être ajustés pour prendre en considération les conséquences de cette épidémie dans le cadre de leurs arrêtés comptables, évaluation des actifs financiers et des impôts différés, dépréciation d'actifs corporels et incorporels, valorisation des stocks, etc. Sont concernées les clôtures postérieures au 30 janvier, date où l'OMS a prononcé l'état d'urgence sanitaire. Covid-19, prorogation de délais et adaptation des procédures fiscales. De nombreux délais légaux courant du 12 mars 2020 ont été neutralisés par ordonnance jusqu'à l'expiration d'un délai d'1 mois à compter de la date à laquelle cessera l'état d'urgence sanitaire, soit le 24 juin 2020, sauf prorogation de l'état d'urgence. En matière de contrôle fiscal, les délais de reprise de l'administration, qui arrivent à terme le 31 décembre 2020, sont suspendus pour une durée égale à la période en cause. Sont en outre suspendus pendant la même période, tant pour le contribuable que pour l'administration, l'ensemble des délais prévus dans le cadre de la conduite des procédures de contrôle et de recherche en matière fiscale, sans qu'une décision en ce sens de l'autorité administrative ne soit nécessaire. La suspension des délais concerne également ceux applicables en matière de rescrit. Attention, car les délais de transmission des déclarations servant à l'imposition et à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes ne sont pas visés par les reports prévus par l'ordonnance. Des mesures de tolérance pourront toutefois être prises directement par la DGFiP. Cela dit, un délai supplémentaire a été accordé aux entreprises pour souscrire leur déclaration de résultats au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Elles ont désormais jusqu'au 31 mai 2020 pour le faire, quel que soit le mode de transmission des liasses fiscales, EDI ou EFI. Cette mesure s'applique aux résultats soumis à l'impôt sur les sociétés et aux revenus catégoriels, BIC, BNC, BA, imposables à l'impôt sur le revenu. Elle concerne également la déclaration de résultats numéro 2072 des sociétés civiles immobilières non soumises à l'IS.
Le délai supplémentaire vaut également pour tous les formulaires de crédit d'impôt. Par ailleurs, comme pour les échéances de mars, les entreprises qui subissent des difficultés financières liées à la crise sanitaire ont la possibilité de demander un report de leurs échéances d'impôt direct d'avril. Assouplissement temporaire du calcul de la TVA et des règles de facturation papier. L'administration fiscale a indiqué que les entreprises ne peuvent bénéficier d'aucun report de délai de souscription des déclarations ou de paiement, ni d'aucune remise de droits en matière de TVA, en raison de l'impact de l'épidémie sur l'activité économique, dès lors qu'elles n'interviennent que comme collecteurs de cet impôt pour le compte de l'État. Elle a toutefois admis que les entreprises qui ne peuvent pas rassembler l'ensemble des pièces utiles à leur déclaration du réel normal de TVA, dans le contexte du confinement, sont autorisées à établir ces déclarations en recourant à un système d'évaluation forfaitaire. L'administration rappelle toutefois qu'une marge limitée d'erreur est tolérée. Le montant de l'acompte ainsi versé ne doit pas être inférieur de plus de 20% à la somme réellement exigible. Pour les seules entreprises qui ont connu une baisse de leur chiffre d'affaires liée à la crise de Covid-19, l'administration admet en outre, à titre exceptionnel et pour la durée du confinement décidé par les autorités, qu'elles peuvent souscrire leur déclaration des mois de mars et avril 2020 en versant des acomptes forfaitaires de TVA calculés à partir du montant de taxes déclaré au titre du ou des mois précédents. Par ailleurs, l'administration a assoupli les règles applicables aux factures papier envoyées par courriel. Celles-ci seront acceptées pour l'exercice des droits à déduction. L'administration admet, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, que le client puisse conserver sous forme PDF la facture papier reçue par courrier électronique. À l'issue de cette période, il lui appartiendra toutefois de la conserver sur support papier, en l'imprimant ou de la numériser en respectant les dispositions légales. Don de matériel sanitaire. La remise gratuite par un assujetti de biens qui, lors de leur acquisition, ont ouvert droit à déduction de la TVA, rend en principe exigible l'imposition d'une livraison à soi-même, la taxe en résultant n'étant pas elle-même déductible, une régularisation de la TVA initialement déduite devant être effectuée. Du fait de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19, l'administration accorde aux entreprises une dispense de régularisation de la TVA pour les dons de matériel sanitaire effectués au profit d'établissements de santé, d'établissements sociaux et médico-sociaux, notamment les EHPAD, de professionnels de santé, ainsi que de services de l'État et des collectivités territoriales. Notons que le bénéfice de cette tolérance n'est pas subordonné à la délivrance par le bénéficiaire du don d'une attestation mentionnant notamment un inventaire détaillé des biens donnés. Cela étant, l'entreprise donatrice doit conserver à l'appui de sa comptabilité les informations nécessaires permettant d'identifier la date du don, son bénéficiaire, la nature et les quantités des biens donnés. Actualité juridique du mois. Coronavirus, conditions d'éligibilité à l'aide de 1 500 €. Le seuil de baisse d'activité sur le mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019, au-delà duquel les entreprises peuvent prétendre à l'aide versée par le Fonds de solidarité, a été abaissé de 70% à 50%. Du coup, sont éligibles à l'aide d'un montant maximal de 1 500 € les entreprises indépendantes qui emploient au plus 10 salariés, qui ont réalisé sur le dernier exercice clos un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros et un bénéfice imposable inférieur à 60 000 €, qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public
ou ont subi une perte de chiffre d'affaires sur le mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019 d'au moins 50%, qui ont été créés avant le 1er février 2020 et qui n'ont pas fait l'objet de déclaration de cessation de paiement avant le 1er mars 2020. Les entreprises qui remplissent ces conditions et qui ont subi une perte de chiffre d'affaires sur le mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019 d'au moins 50%, peuvent faire la demande de cette aide directement sur le site impôts.gouv.fr. Soulignons que le Fonds de solidarité a été renouvelé pour le mois d'avril. Pour la suite, cela se fera au regard de l'évolution des mesures de confinement et de leur impact sur l'activité économique, a précisé le gouvernement. Prêts garantis par l'État pour soutenir la trésorerie des entreprises. La garantie exceptionnelle de l'État a été accordée à hauteur de 300 milliards d'euros aux établissements de crédit et sociétés de financement au titre des prêts consentis du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020 inclus à des entreprises non financières immatriculées en France. Sont éligibles les prêts bancaires consentis aux entreprises, personnes morales ou physiques, sociétés, artisans, commerçants, exploitants agricoles, professions libérales et micro-entrepreneurs, ainsi qu'aux associations et fondations ayant une activité économique sociale et solidaire, quelle que soit leur taille, à l'exclusion des sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit ou des sociétés de financement, et des entreprises en difficulté faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel. Les prêts consentis sans autre garantie ou sûreté doivent respecter les 2 conditions cumulatives suivantes. Un différé d'amortissement minimal de 12 mois, pas de remboursement exigé la première année, et une clause donnant à l'emprunteur la faculté à l'issue de la première année d'amortir le prêt sur une période additionnelle calculée en nombre d'années selon son choix et dans la limite d'un nombre maximal de 1, 2, 3, 4 ou 5 ans. Le taux d'intérêt du prêt garanti est librement fixé par les banques, ces dernières s'étant engagées à délivrer des crédits à prix coûtant. Les concours totaux apportés par l'établissement prêteur à l'entreprise concernée ne doivent pas avoir diminué lors de l'octroi de la garantie par rapport au niveau qui était le leur le 16 mars 2020. La garantie de l'État, rémunérée selon un barème qui dépend de la taille de l'entreprise et de la maturité du prêt, couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts et accessoires restant dus de la créance jusqu'à la déchéance de son terme, sauf à ce qu'elle soit appelée avant lors d'un événement de crédit. En pratique, l'entreprise doit se rapprocher d'un ou de plusieurs partenaires bancaires pour faire une demande de prêt. Après examen de la situation de l'entreprise et les critères d'éligibilité, la banque donne son préaccord pour un prêt. L'entreprise se connecte sur la plateforme attestation-pge.bpifrance.fr pour obtenir un identifiant unique qu'elle communique à la banque et sur confirmation du numéro unique par Bpifrance, la banque accorde le prêt. Covid-19, prorogation de délais et adaptation des procédures. De nombreux délais légaux courant du 12 mars 2020 ont été neutralisés par ordonnance jusqu'à l'expiration d'un délai d'1 mois à compter de la date à laquelle cessera l'état d'urgence sanitaire, soit le 24 juin, sauf prorogation de l'état d'urgence. Cette neutralisation a aussi des incidences sur les délais contractuels, les clauses pénales, les clauses résolutoires et les clauses de déchéance. Ne sont pas concernés par l'ordonnance les délais dont le terme était échu avant le 12 mars 2020
et sauf prorogation de l'état d'urgence, ceux dont le terme est fixé au-delà du 24 juin 2020. Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non-avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée ci-dessus, est réputé avoir été fait à temps s'il est effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir dans la limite de 2 mois. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit. Attention, car les délais prévus contractuellement ne bénéficient pas du report. Par exemple, le délai pour lever l'option d'une promesse unilatérale de vente à peine de caducité de celle-ci et qui expire durant la période concernée n'est pas prorogé en application de cette disposition. Le paiement des obligations contractuelles n'est pas non plus suspendu pendant cette période, sous réserve de l'appréciation du juge, par exemple, la suspension de la prescription pour impossibilité d'agir, ou encore le jeu de la force majeure en matière contractuelle. Pendant l'état d'urgence sanitaire, les actes notariés peuvent être signés à distance. Notez que jusqu'au 24 juin 2020, tous les actes notariés peuvent être signés sans que la présence physique des parties devant un notaire soit requise. Des mesures administratives ou juridictionnelles et dont le terme vient à échéance au cours de la période définie ci-dessus sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la fin de cette période. Il s'agit principalement des autorisations, permis et agréments, des mesures conservatoires, d'enquête, d'instruction, de conciliation ou de médiation, ainsi que des mesures d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été prononcées à titre de sanction. Important, les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet si ce délai a expiré pendant la période du 12 mars au 24 juin 2020. Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l'expiration d'un délai d'1 mois après la fin de cette période si le débiteur n'a pas exécuté son obligation avant ce terme. Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie. Lorsqu'une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu'elle est renouvelée en l'absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s'ils expirent durant la période concernée de 2 mois après la fin de cette période. Compte tenu de son caractère général, la disposition s'applique notamment aux baux commerciaux et à tout contrat commercial prévoyant un préavis de résiliation. Aménagement des procédures civiles, commerciales et sociales. Une ordonnance a adapté temporairement les règles de procédure et de fonctionnement applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale. Sauf disposition contraire, elle s'applique en première instance, en appel et en cassation. Toutes les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire sont concernées. Les tribunaux judiciaires, les tribunaux de commerce, les conseils de prud'homme notamment.
Elle s'applique à toute la matière civile, commerciale, sociale, fiscale, disciplinaire. Ces dispositions sont applicables rétroactivement à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à l'expiration d'un délai d'1 mois à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire. Il s'agit de la période juridiquement protégée. Par exemple, lorsque le délai d'appel, 1 mois en principe, expire pendant la période juridiquement protégée, l'appelant peut valablement former appel jusqu'à l'expiration d'un délai d'1 mois suivant l'expiration de cette période. Attention, car seuls les délais prescrits par la loi ou le règlement étant prorogés, ceux impartis par le juge ne sont donc pas prorogés puisque exclus du champ d'application de l'ordonnance. Une juridiction pourra, pendant la période, statuer à un juge unique en première instance, comme en appel, mais cette règle n'est pas applicable ni devant le tribunal de commerce, ni devant le conseil de prud'homme, qui peut néanmoins, sur décision du président de la juridiction, statuer en formation restreinte, comprenant un conseiller employeur et un conseiller salarié. Les audiences peuvent, en première instance comme en appel, avoir lieu par visioconférence. En cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut, par décision insusceptible de recours, décider d'entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique. Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, ou que les parties sont représentées ou assistées par un avocat, la juridiction peut également statuer sans audience et selon une procédure écrite, sans recueillir préalablement l'accord des parties. Celles-ci peuvent s'y opposer dans un délai de 15 jours, sauf lorsque la procédure est urgente. Pour éviter l'engorgement des audiences de référé maintenues, le juge des référés peut rejeter avant l'audience, par une ordonnance non contradictoire, la demande qui lui est soumise si telle lui apparaît avec évidence irrecevable ou ne remplissant pas les conditions du référé. Sa décision est susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation, selon le montant et la nature de la demande. Voici un zoom sur la prévention et le traitement des défaillances d'entreprises face à l'épidémie de Covid-19. Dans le cadre de l'état d'urgence, une ordonnance a été prise par le gouvernement pour maintenir l'accès aux procédures de conciliation et de sauvegarde aux entreprises dont l'activité est frappée de plein fouet par les fermetures administratives et le confinement, et pour éviter la mise en échec des procédures collectives en cours. Les droits des créanciers sont en conséquence réduits. Les diverses mesures prises par le gouvernement pour aménager les dispositions applicables aux entreprises en difficulté sont temporaires. Leur durée, qui peut être variable, est déterminée par référence à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, par exemple 1 mois ou 3 à compter du 24 mai 2020. Notez que les adaptations prévues par l'ordonnance sont expressément applicables aux procédures en cours. Sont aussi concernées les procédures ouvertes pendant la durée durant laquelle ces adaptations sont applicables. Cette cristallisation de la situation des entreprises permet à celles-ci de bénéficier des procédures de conciliation et de sauvegarde, même si entre le 12 mars et le 25 août 2020, leur situation s'est aggravée et si elles sont alors en cessation des paiements, y compris depuis plus de 45 jours. Ainsi, une entreprise en cessation de paiement le 31 mars 2020 peut demander à bénéficier d'une procédure de conciliation, même après le 15 mai et jusqu'au 25 août 2020. Remarquez que si l'entreprise n'est pas en cessation des paiements au 12 mars, ces créanciers ne peuvent pas demander qu'elle soit mise en redressement ou liquidation judiciaire, et ce jusqu'au 25 août.
En revanche, l'entreprise qui constate son état de cessation des paiements entre ces deux dates conserve la faculté de solliciter l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation ou le bénéfice d'un rétablissement professionnel. Cette fixation au 12 mars 2020 de la date d'appréciation de la cessation des paiements a pour autre conséquence de ne pas exposer le chef d'entreprise aux sanctions personnelles, actions en comblement de passifs, faillite personnelle et interdiction de gérer, encourues pour défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance, si cet état est apparu entre le 12 mars et le 25 août 2020. À noter que le tribunal peut fixer la date de cessation des paiements avant le 12 mars. Précisons aussi que la garantie des créances salariales sera déclenchée plus rapidement. Jusqu'au 25 août 2020, le mandataire judiciaire doit transmettre sans délai le relevé des créances salariales à l'AGS. Certaines étapes d'une procédure collective sont allongées. La période d'observation de la sauvegarde ou du redressement judiciaire est prolongée pour une durée équivalente à celle de la période de l'état d'urgence sanitaire, plus d'un mois, c'est-à-dire jusqu'au 25 juin 2020. La même prolongation s'applique au délai relatif à l'élaboration et à l'arrêté du plan de sauvegarde ou de redressement, à la période de maintien de l'activité fixée par le tribunal en cas de liquidation judiciaire, ainsi qu'à la durée de la liquidation judiciaire simplifiée. L'ordonnance neutralise en outre jusqu'au 25 juin 2020 la décision du tribunal sur la poursuite de la période d'observation de 2 mois après l'ouverture de la procédure. Mais, au cours de la période d'observation, le tribunal peut toujours ordonner la cessation partielle d'activité ou prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise débitrice, d'office ou à la demande du chef d'entreprise, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, d'un contrôleur ou du ministère public. Jusqu'au 25 août 2020, le président du tribunal de la procédure collective peut prolonger jusqu'à cette date les délais qui sont impartis à l'administrateur, au mandataire, au liquidateur judiciaire ou au commissaire à l'exécution du plan pour exécuter leur mission. Le président du tribunal qui a arrêté le plan de sauvegarde ou de redressement de l'entreprise débitrice peut prolonger ces plans d'une durée équivalente à celle de l'état d'urgence sanitaire plus 3 mois, c'est-à-dire jusqu'au 25 août 2020, à la demande du commissaire à l'exécution du plan ou d'une durée d'1 an maximum sur requête du ministère public. Cette prolongation du plan permet d'éviter que le tribunal ne prononce la résiliation du plan pour inexécution de ses obligations par l'entreprise débitrice dans les délais initialement prévus par le plan. Les créanciers qui peuvent en principe invoquer ces causes de résiliation sont donc temporairement privés de ce droit. Les sanctions encourues par les entreprises qui poursuivent leur activité dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire sont encadrées lorsqu'elles ne sont pas en mesure de payer, pendant l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19, les loyers, les factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents à leurs locaux professionnels. Soulignons qu'il n'y a pas de prêt garanti par l'État pour les entreprises en procédure collective. Cette exclusion s'applique si l'entreprise était en procédure collective le 24 mars 2020. Les entreprises qui bénéficient d'une médiation, d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation ne sont pas visées par cette exclusion. Toutefois, la situation financière qui a pu conduire l'entreprise à recourir à ces procédures peut justifier le refus par les banques de nouveaux prêts, même garantis par l'État.
Coronavirus et Assemblée générale d'associés 2020. Prise sur habilitation de la loi d'urgence sanitaire pour freiner l'épidémie de Covid-19, 2 textes importants ont été publiés. Une ordonnance adaptant par des mesures d'exception les règles de réunion et de délibération des assemblées générales des groupements de droit privé et une ordonnance allongeant notamment le délai laissé à ces groupements pour approuver leurs comptes annuels. Tout d'abord, les sociétés peuvent choisir de tenir les réunions de leurs organes, conseils d'administration, de surveillance, directoire, et leur assemblée d'approbation des comptes, hors la présence physique de leurs associés, par conférence téléphonique, visioconférence ou consultation écrite. Cette possibilité a un caractère rétroactif. Elle s'applique aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux tenues depuis le 12 mars 2020 et reste en vigueur jusqu'au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020. Ensuite, l'ordonnance permet de différer la tenue de l'AG au-delà des 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice. Cette mesure phare de l'ordonnance autorise un allongement du délai donné aux groupements de droit privé pour approuver leurs comptes annuels ou pour convoquer l'Assemblée appelée à approuver ces comptes. L'ordonnance réserve cette mesure de faveur aux groupements clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et le 23 juin 2020. En sont néanmoins exclus les groupements dont le commissaire aux comptes a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020. Au terme de l'ordonnance, le délai imposé par les textes pour tenir l'Assemblée d'approbation des comptes, dans les 6 mois de la clôture de l'exercice, est prorogé de 3 mois. Notez que les mesures d'exception présentées ci-dessus sont facultatives et non obligatoires. Pour autant, toute réunion mettant en présence de manière simultanée plusieurs personnes en milieu clos ou ouvert est normalement interdite sur le territoire de la République jusqu'à la fin du confinement. Voici l'actualité sociale du mois. Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 2020. Suite à l'épidémie du coronavirus, la date limite de versement de la prime est décalée du 30 juin au 31 août 2020, tout comme la date limite pour conclure un accord d'intéressement d'une durée dérogatoire entre 1 et 3 ans. Notez que toutes les entreprises, sans condition d'accord d'intéressement, peuvent verser cette prime exceptionnelle exonérée jusqu'à 1 000 € de cotisations et contributions sociales et d'impôts sur le revenu, et pour les entreprises mettant en œuvre un accord d'intéressement, ce plafond d'exonération est relevé à 2 000 €. Pour permettre de récompenser plus spécifiquement les salariés ayant travaillé pendant l'épidémie de Covid-19, un nouveau critère de modulation du montant de la prime, prenant en compte des conditions de travail liées à l'épidémie, pourra également être retenu par l'accord collectif ou la décision unilatérale de l'employeur mettant en œuvre cette prime. Activité partielle, nombre d'heures indemnisables en 2020. Suite à l'épidémie, un arrêté a fixé à 1 607 heures par salarié le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'activité partielle jusqu'au 31 décembre 2020. À compter du 1er janvier 2021, le nombre d'heures indemnisables sera à nouveau de 1 000 heures par an et par salarié. Oui, et autrement dit, le gouvernement prévoit la possibilité, dans le cadre de la crise sanitaire, pour un salarié d'être indemnisé pendant toute l'année 2020 au titre de l'activité partielle. Bénévolat en entreprise.
Le ministère du Travail autorise les entreprises souhaitant participer sans but lucratif à l'effort national de production pour répondre aux besoins de la nation en biens ou services nécessaires pour lutter contre l'épidémie, à produire ces biens et services avec la participation bénévole de leurs salariés en chômage partiel. Ainsi, les salariés placés en chômage partiel au sein de l'usine qui les emploie habituellement peuvent participer à la production sans but lucratif par leur employeur de biens ou services, notamment sanitaires ou de prévention, tels que masques, blouses, gants, gel, transport ou hébergement du personnel soignant. Il faut pour cela notamment que l'initiative parte d'un engagement volontaire ou spontané des salariés de travailler à titre bénévole et que la production temporaire soit distincte de la production habituelle de l'entreprise. Entretien professionnel récapitulatif. L'administration a rappelé dernièrement aux employeurs qu'ils doivent recevoir les salariés en poste depuis 6 ans afin de dresser l'état des lieux de leurs entretiens professionnels biennaux et de leur parcours professionnel. Ces premiers entretiens bilan devaient donc avoir lieu en mars 2020, mais en raison de l'épidémie, les employeurs sont autorisés à reporter l'entretien bilan jusqu'au 31 décembre 2020. Jusqu'à cette date, aucune sanction pour non-respect de l'entretien bilan n'est encourue par l'employeur. Élections dans les TPE. En raison de l'épidémie de coronavirus, les processus électoraux sont suspendus. Le scrutin permettant de mesurer l'audience syndicale dans les entreprises de moins de 11 salariés est donc reporté au premier semestre 2021. En dehors de l'actualité liée au Covid-19, voici 2 décisions récentes à connaître. Cotisation sur l'aide consentie par l'employeur à ses salariés. Les secours attribués aux salariés en considération de situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, telles un prêt, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, même lorsqu'ils sont octroyés par l'employeur. Droit de communication et contrôle URSSAF. En cas d'utilisation par l'URSSAF de son droit de communication, elle doit en informer le cotisant avant la mise en recouvrement, à peine de nullité. De ce fait, l'URSSAF peut, en cas d'utilisation du droit de communication lors d'un contrôle URSSAF, satisfaire à ses obligations d'informer et de communiquer à l'égard du cotisant en lui donnant les informations utiles dans la lettre d'observation. Au terme de ce magazine spécial, nous vous remercions de votre attention. Nous vous donnons rendez-vous vers le 11 mai pour vous informer de toutes les mesures de déconfinement. À bientôt.